Je vais essayer d'articuler à la fois les propos entendus durant cette riche journée d'échange et puis les préoccupations de l'inspection générale en matière de politique documentaire, le tout en m'efforçant, et ça tombe bien, je n'ai pas regardé le chrono au démarrage, en m'efforçant de respecter le temps de parole qui m'est imparti, justice, équité partout, à savoir une demi-heure. Alors, voilà typiquement le prototype d'une diapositive qui peut plomber l'ambiance d'un auditorium enthousiaste, a priori. Du coup, je ne vais pas la laisser longtemps. C'est pas tellement que la suivante aille mieux, mais ça nous permet d'avancer. Alors, juste un petit rappel des chiffres. Un chiffre sur l'inspection générale. Nous sommes à peu près 300, répartis en 5 collèges et quelques pôles transversaux. Le collège bibliothèque, documentation, livres et lecture publique, c'est le petit pousset des collèges de l'IGSR, puisque nous sommes 10. Petit mais costaud. Nous avons 3 types d'activités. Des missions d'études thématiques et de prospective qui sont inscrites dans un programme de travail annuel qu'on appelle entre nous le PTA. Et puis des missions d'inspection qui peuvent être inscrites au programme annuel, mais pas forcément, qui peuvent nous arriver au fil de l'eau à la demande de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou de la ministre de la Culture. Et ces missions de contrôle sont définies par des dispositions du Code de l'éducation pour les bibliothèques des universités et du Code du patrimoine pour les bibliothèques des collectivités territoriales ou leurs groupements. Et puis on fait autre chose, mais que je ne développerai pas ici, parce que ça n'est pas notre sujet. Alors, en fait, la politique documentaire, en tant qu'outil, je suis remonté jusqu'aux années 80, elle a priori jamais fait l'objet, et c'est d'ailleurs assez étonnant, d'une étude thématique de notre collège. Nos études, elles ont pu à certains moments croiser la question de la politique documentaire, mais en l'abordant du point de vue générique, c'est-à-dire une politique documentaire, terme utilisé pour caractériser l'écosystème entier qui entoure les activités d'une bibliothèque, pour mesurer l'effet des réformes ou l'impact des transformations du paysage. Louise Daguet a parlé ce matin de la commu. En 2016, il y a eu une étude menée par Joël Clos, intitulée L'impact de la structuration territoriale des établissements d'enseignement supérieur sur la politique documentaire des universités. Alors, il se trouve que j'avais été auditionné, mais comme directeur de bibliothèque universitaire à l'époque, et j'ai vérifié, en fait, il n'y a pas de choses qui traitent spécifiquement de la politique documentaire telle qu'on s'en préoccupe aujourd'hui. Elles ont pu aussi porter sur des aspects de la politique documentaire nationale. Jérôme Pouchol dirait peut-être global dans ce cas-là, mais ou sur certains de ces dispositifs. Je pense à un rapport que Carole Le Truit a piloté l'année dernière sur le groupement d'intérêt scientifique Collex Percé, ou pour la culture, un rapport qu'a réalisé en 2016 également Isabelle Duquesne sur les bibliothèques numériques de référence. Mais encore une fois, on travaille sur des dispositifs nationaux qui peuvent venir nourrir une politique documentaire locale, mais pas sur les évolutions qui ont pu être opérées sur les politiques documentaires locales. Ça vous fait aussi une consultation d'ophtalmo. Mais je ne sors pas sans mon code de l'éducation et mon code du patrimoine. C'est juste pour vous prouver à l'écran que je suis légitime. En revanche, donc, dans le cadre du contrôle exercé pour l'État sur les bibliothèques des universités et sur les bibliothèques des collectivités territoriales et, je l'ai dit, leur groupement, la politique documentaire fait bien partie des objets vérifiés. On a des référentiels qui sont à disposition du collège pour conduire de façon
organiser et standardiser nos inspections, qui doivent prochainement être révisées. En réalité, quand on s'y reporte, on s'aperçoit qu'ils sont assez peu explicites sur la nature des opérations de contrôle touchant à cette dimension de l'organisation. Mais ça ne vous surprendra pas, le regard porté est toujours quand même transversal. On s'intéresse bien sûr à la nature de la documentation constitutive, les chartes, est-ce qu'il y a des plans de développement des collections, etc. Son affichage, la fréquence de ces mises à jour, les modalités d'élaboration et de validation dans les instances de la collectivité ou de l'établissement, toutes choses qui ont été abordées durant cette journée ou évoquées. On s'intéresse aussi, et c'est peut-être un peu plus spécifique, mais on y reviendra, à examiner les coopérations documentaires éventuellement associées. C'est un de mes dadas, mais j'étais ravi que notre collègue de Pleine Commune parle des BU. J'adore l'inspection générale, c'est comme Médiat. C'est un des derniers endroits qui se traverse facilement d'un versant à l'autre d'une fonction publique. Et je pense que, franchement, professionnellement, que vous soyez du côté des BU ou que vous soyez du côté d'une bibliothèque de lecture publique, il y a une autoroute pour construire une articulation de politique documentaire entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques de lecture publique, mais vraiment une autoroute. Et c'est assez rare, honnêtement, que j'entende, quand bien même il y a une journée partagée entre lecture publique et université, j'entends rarement exposer des vraies coopérations documentaires entre ces deux types de bibliothèques. Donc ça, c'est un point qui nous intéresse beaucoup et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. On vérifie aussi, bien sûr, et ça se rapproche un peu plus de ce qu'est profondément la mission de l'inspection, de la cohérence des objectifs affichés dans cette politique documentaire avec le projet de service et avec la stratégie de la tutelle ou les caractéristiques du territoire. On s'intéresse aussi à l'adéquation des moyens permettant le renouvellement des collections. Et on s'intéresse enfin aux grandes caractéristiques de ces collections: pluralisme, neutralité, équilibre, diversité des supports offerts, etc. Alors, j'étais évidemment tellement ravi par la perspective de cette journée que je me suis dit, voilà un très beau sujet d'échange avec mes collègues. Nous sommes en partie en télétravail permanent quand nous ne sommes pas tout simplement dans le train. Donc on a assez peu l'occasion de se voir et d'échanger. Et donc j'ai lancé mes collègues sur une réflexion globale autour de l'état de la politique documentaire tel qu'il ressort de nos inspections des 2 ou 3 dernières années. Avant que vous me raccompagniez vers la sortie, j'ai un devoir de franchise. En fait, globalement, mes collègues m'ont dit que la plupart du temps, le résultat, à leurs yeux, par rapport aux attentes que je vous ai exposées, est relativement décevant. C'est-à-dire que ils sont souvent confrontés, et ça a été aussi mon cas, même si c'est un peu plus contrasté, à une formalisation de niveau assez élémentaire, la charte, et surtout avec une utilisation de la politique documentaire aux effets peu dynamiques pour la totalité de la structure. Mais je vous rassure, il y a de la lumière au fond du tunnel. Il y a quelques semaines, j'ai fait avec ma collègue Odile Grandet et Jean-Pascal Bonotal, un autre de nos collègues, on a fait l'inspection de la Contemporaine. Je ne sais pas si vous connaissez la Contemporaine, c'est un établissement extrêmement singulier à l'intérieur du paysage documentaire français, puisque c'est à la fois une bibliothèque, un musée et des archives. Et j'y ai découvert une qualité de politique documentaire absolument impressionnante parce qu'elle était totalement pensée et imbriquée avec le projet de service. Au point d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment à ce jour de projet de service pour la Contemporaine, mais la Contemporaine a
inauguré il y a quelques mois un nouveau bâtiment, une très belle construction d'ailleurs, qui est sur le campus de l'Université de Nanterre. Et c'est la définition de la politique documentaire qui a été le document programmatique principal de la préfiguration du nouvel équipement et de ses services. Et il m'a semblé que c'était probablement une des formes les plus abouties que je connaisse de charte documentaire notamment. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était la plus belle, mais connaissant la trajectoire historique de la contemporaine et ses missions et les difficultés particulières qui étaient les siennes à faire sens dans une équipe dont les métiers et les expertises sont extrêmement diverses, j'ai trouvé que c'était assez singulier et fort de le faire par le versant de la politique documentaire. C'est Valérie Thénière, l'ancienne directrice, qui a conçu cette politique documentaire nouvelle formule, et le nouveau directeur Xavier Séné s'en est extrêmement bien emparé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette politique documentaire soit véritablement un constituant du projet stratégique d'une bibliothèque, voire d'un établissement. Elle prend sa source pour les bibliothèques publiques dans les caractéristiques socio-économiques de ces publics et dans les priorités définies évidemment par les élus et figurant éventuellement dans le plan de mandat. Et elle tient compte pour les bibliothèques universitaires des curriculums des diplômes ou des programmes de ces diplômes, du projet scientifique de l'établissement. On s'intéresse aussi là-dedans, et Louise Daguet en a parlé un peu ce matin, de l'équilibre nécessaire entre acquisition de niveau recherche et de niveau licence, qui est un sujet critique du côté de la lecture universitaire. De l'équilibre nécessaire, et les deux sont reliés du côté des universités, entre les dépenses récurrentes et les acquisitions courantes. Mais il est évident que, pour autant, ça c'est notre définition idéale de la politique documentaire telle qu'on l'attend quand on vient chez vous, elle peut tout aussi bien être légitime quand il s'agit de simplement servir à consolider un domaine d'expertise défini de longue date ou un fonds spécialisé. Alors par ailleurs, il peut exister, et je reprends les termes de Jérôme Pouchol ce matin, pour 1% des cas qui nous concernent, que nous intervenions pour des motifs où la politique documentaire devient l'objet presque central de la mission. Je voudrais juste vous lire un passage du rapport d'activité de l'inspection générale des bibliothèques de 1996. Les rapports d'inspection ne sont jamais rendus publics. En revanche, dans les anciens rapports d'activité de l'inspection générale, quand nous étions inspection générale des bibliothèques, une synthèse des inspections menées dans l'année figurait à l'intérieur des rapports. Je vous la lis juste parce que je trouve que par rapport au sujet, ça résonne quand même fortement. Habituellement, l'inspection se forme une opinion sur les collections en libre accès par discipline et catégorie, à raison de leur importance relative, de l'âge moyen des documents, de la part des documents spécialisés. La mission d'inspection à Orange a constitué un premier test d'application du contrôle technique en ce qui concerne la qualité et le pluralisme des collections. Confronté à une vision politique du pluralisme, l'inspecteur a rappelé que, d'une part, le choix des livres relève de l'initiative et de la compétence des bibliothécaires professionnels. 2, d'autre part, lors de la sélection des documents mis à la disposition du public, la qualité et la diversité sont les critères décisifs et non les points de vue politiques. Cette étude de cas, l'écho que lui ont donné les médias et les débats qui ont suivi, ont apporté des éléments à la réflexion lancée par le ministre, c'était Philippe Douste-Blazy de mémoire à l'époque, par le ministre de la Culture en vue de l'élaboration, 1996,
d'une loi sur les bibliothèques. La question que je me pose du coup, au vu de tous les échanges qu'il y a pu avoir durant cette journée, c'est qu'il faut peut-être que, puisque je vous ai dit qu'on allait prochainement retravailler sur nos référentiels, il faut peut-être que notre collège fasse évoluer son référentiel de façon à intégrer plus explicitement cette prise en compte des publics dans son appréhension d'une politique documentaire. Une chose est certaine en tout cas, le fait d'être au plus près des publics est peut-être une garantie de dynamisme. À chaque fois ces dernières années que cette profession a modifié sa focale pour y placer le public au centre, ça s'est toujours traduit par un fort regain de dynamisme et d'innovation. C'est vrai pour la fonction accueil, c'est vrai pour les lieux, c'est vrai aussi pour les bibliothèques universitaires sur les services aux chercheurs. Mais est-ce qu'une politique documentaire peut seulement satisfaire tous ces publics? Alors, ce n'est pas une des 3 citations, malheureusement pour vous, que je vous annonçais, c'est un exergue. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent S.R. Ranganathan. Je vous le resitue juste pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est mon maître Yoda depuis que j'ai commencé dans la profession. Je l'ai découvert par hasard à l'ENSIB, qui ne s'appelait pas encore l'ENSIB, c'est vous dire que ça date un peu. Et ça a été pendant des années mon mantra professionnel principal. Il se trouve que lors de mes échanges avec mes collègues, j'ai découvert qu'il y avait il y avait un virage nord de Ranganathan à l'inspection générale que je ne soupçonnais pas. Et nous sommes 2 à avoir voué notre vie professionnelle à cet homme. Donc je vous dis simplement qui il est pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est un bibliothécaire et mathématicien indien, grand mathématicien au départ, grand bibliothécaire ensuite, qui a dirigé la bibliothèque universitaire de Madras. Il est né au 19e siècle, il est mort en 1972. Il a d'abord dirigé la bibliothèque universitaire de Madras, puis il a vraiment voué sa carrière à l'enseignement de la bibliothéconomie et au développement. Il a été un des principaux acteurs du mouvement de développement des bibliothèques en Inde au XXe siècle, avec une conviction très forte, c'est que les bibliothèques étaient le principal moyen de diffuser les connaissances et d'apporter aux populations le bien-être social, on va dire. Voilà. C'est un personnage important et qui a toujours articulé sa pensée sur un principe clair qui était d'abord le lecteur et le lecteur au centre. Et moi, il se trouve que ma passion pour Ranganathan, elle est un peu tordue parce que par ailleurs, il est aussi beaucoup connu pour avoir été l'inventeur d'une classification extrêmement brillante mais totalement incompréhensible qui s'appelle la Colon Classification, qui est une classification à facettes. Et je m'étais moins intéressé à la profondeur de sa pensée. En tout cas, j'avais oublié certains pans. Et je me suis souvenu qu'il a édicté 5 lois de la bibliothéconomie, et c'est celle-là que vous avez à l'écran. On y reviendra à d'autres moments. Mais évidemment que j'ai été frappé en les relisant par le fait que ces lois édictées et publiées en 1931 se superposent parfaitement aux enjeux et aux questions de politique documentaire. Les livres sont faits pour être utilisés, ça a été dit dans cette journée. Épargnons le temps du lecteur, ça a été dit également. S'il faut repenser nos façons d'aborder en fait l'analyse de la politique documentaire, j'aurais tendance à l'examiner sous 3 angles distincts qui peuvent constituer autant de questions à instruire et qui m'ont semblé être présentes, au moins en filigrane, de différents échanges de cette journée. Première question que l'on pourrait se poser, à quel niveau de stress êtes-vous soumis
au moment où vous élaborez une politique documentaire, au moment où vous la pensez? Qu'est-ce qui la contraint? Quels facteurs externes, qui peuvent être cumulatifs d'ailleurs, contraignent les bibliothèques, les obligent à devoir s'adapter et surtout à devoir adapter leur collection en fonction de ces circonstances extérieures, c'est-à-dire de se poser d'abord sur la politique documentaire la question du pourquoi. Deuxième question, quel est son niveau de formalisation, son degré de rationalité? C'est là qu'interviennent les questions d'examen, du niveau de précision, de profondeur, de transparence aussi. C'est un peu la question du comment. Et puis, une dimension qui est rarement évaluée et qui répond complètement à la thématique de cette journée. Quelles coopérations sont associées ou adossées à cette politique documentaire? Quelles modalités, quelle intensité de co-construction, de concertation a présidé à l'élaboration de ce document programmatique? C'est un peu, pas seulement, mais un peu la question du pour qui. Alors, surtout, vous me faites une alerte sur le temps, Odile. Je ne maîtrise plus rien en termes de temps. Première dimension, du coup, je vais aller assez vite. Hein, on n'approfondira pas trop chacune des dimensions. Ne cherchez pas Patrick Strara, mais le seul non bibliothécaire de toutes les citations que je vais vous infliger. Subir pour choisir, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, et ça, pour le coup, ça n'a été évoqué qu'une fois dans la journée. C'est d'abord la contrainte qui souvent sert de moteur à la politique documentaire. Alors, des contraintes, elles peuvent être multiples. Ça peut être des contraintes de moyens, évidemment d'abord de moyens budgétaires, mais ça peut être aussi, et on n'y pense pas forcément de prime abord, des problèmes de surface. Une politique documentaire qui maximalise sa politique d'élimination, ça peut être aussi lié au fait qu'elle a des problèmes pour accueillir les collections dans les surfaces qui lui sont allouées. Ça peut être causé par des évolutions de modèles éditoriaux. On connaît beaucoup ça dans les bibliothèques universitaires, mais je peux donner un exemple pour les bibliothèques publiques. Documentation électronique. Très souvent, c'est un peu déceptif pour l'inspection générale parce que d'une bibliothèque publique à une autre, on retrouve un peu toujours les mêmes titres et toujours les mêmes offres. Ce n'est pas de la faute de la politique documentaire des bibliothèques publiques, c'est l'offre qui est indigeste, insuffisante et inadaptée pour les bibliothèques publiques. À l'inverse, ce changement de modèle éditorial pour les bibliothèques universitaires, c'est pour ça que je parlais de critères cumulatifs, il a une conséquence de pression maximisée sur les budgets. Ça peut être aussi dans les contraintes des changements de pratiques et ça peut être des questions qui ont été aussi abordées. J'étais étonné d'ailleurs parce que c'est vraiment pour le coup des questions très périphériques mais qui peuvent être très paralysantes pour les bibliothèques qui y sont conformées, des questions de pointillisme de l'agent comptable et des services financiers et de réglementation des achats publics. Une de mes collègues me signalait... 5 minutes ? Très bien. Eh bien, vous ne saurez pas ce que ma collègue me signalait. C'était pourtant dans une charmante petite ville bretonne et ça vous aurait pigrement intéressé. Deuxième dimension, la question de la rationalité. C'est vraiment une méthode, pour moi, c'est vraiment une méthode de rationalisation de la gestion des collections, la politique documentaire. Et donc, c'est une approche de nature managériale qui offre aux bibliothécaires, pour les collections, la même ambition de pilotage par objectif que celle qui existe déjà pour les budgets et pour les ressources humaines. Mais comme pour les ressources humaines et les budgets, ça nécessite, pour que ça fonctionne, d'énoncer des objectifs clairs, un ensemble de prescriptions, mais aussi éventuellement de proscriptions sur lesquelles on s'accorde, des objectifs clairs et mesurables.
ce qui nécessite donc la définition d'indicateurs de suivi permettant de vérifier au final que l'offre de collection répond bien aux besoins et aux demandes. Cette rationalité, mine de rien, elle impose de dresser finalement une sorte de cartographie des collections, comme on le fait pour les emplois et les compétences. Et c'est la raison pour laquelle on considère, nous, qu'elle demeure potentiellement un des principaux leviers d'action des bibliothèques. Et troisième dimension, le relationnel. La politique documentaire, c'est une action concertée. Elle n'a aucun sens en vase clos, clairement. Elle suppose d'identifier des partenaires, des coopérations et des co-constructions possibles. Ça peut être ou ça doit être les autres bibliothèques du site ou du territoire, l'environnement institutionnel ou les publics cibles qui étaient évoqués aujourd'hui. Mais ça peut aussi nécessiter parfois d'accueillir et de répondre aux demandes parfois irrationnelles, par opposition à la rationalité de la politique documentaire, de ce public. Donc l'introduction du public dans la politique documentaire bouscule un peu, si vous voulez, le bel ordonnancement du jardin à la française que représente la politique documentaire et vient un peu potentiellement troubler la quiétude du lieu. Mais il est juste de ne pas oublier que l'acte d'achat en bibliothèque renvoie directement au premier des 5 préceptes de Ranganathan et que par conséquent, la politique documentaire ne sert pas tant à valider nos choix qu'à en favoriser ou à en assurer l'usage immédiat, c'est-à-dire le juste à temps plutôt que au cas où. Mais on présuppose un peu vite que la politique documentaire est le lieu où se rencontrent idéalement l'offre et la demande. Si on veut pousser un cran plus loin l'inclusion du public, et ça me paraissait intéressant de finir sur un paradoxe, surtout si je sais que je ne peux pas avoir de questions dans la salle, je vais y aller franchement. Il arrive souvent que le lecteur ait besoin d'une ressource que la politique documentaire n'a pas prévue, ou même que la politique documentaire a écartée. Voici le récit du destin d'une suggestion d'achat soumise récemment par un inspecteur général dont le nom figure à l'écran en ce moment, dans une bibliothèque universitaire. Alors la fonction publique territoriale peut respirer. Je cite très exactement ces propos. J'ai fait une suggestion d'acquisition à une BU lyonnaise, proche de chez moi. Mais on m'a répondu non, nous n'achetons pas de livres d'opinion, mais uniquement des ouvrages scientifiques. SIC. Le SIC était cité par mon collègue. J'aurais simplement aimé qu'on me réponde ensuite, mais nous nous ferons un plaisir de vous proposer un PEB. Il y a une variante possible, mais je vois que l'annexe du 7e arrondissement de la BM de Lyon, la bibliothèque de Gerland, dispose justement de l'ouvrage. Ou autre variante, je vois que le titre figure dans l'offre de notre fournisseur de livres électroniques. Connectez-vous, c'est gratuit. Et il suffit de cliquer dessus pour que le livre soit intégré et consultable depuis notre catalogue. Peut-être après tout que le stade ultime du raffinement en matière de politique documentaire pensée pour le public va consister, et ce sera un effort pour chacun d'entre nous, à baisser légèrement notre exigence de rationalité, sans y renoncer pour autant, parce qu'elle reste nécessaire, et accorder ne serait-ce qu'une petite place à la déviation. Après tout, c'est ce que nous enseignent les 2e et 3e préceptes de Ranganathan. À chaque lecteur son livre, et à chaque livre son lecteur. Je pourrais arrêter là, ça serait mieux d'ailleurs. Je voudrais juste signaler, je n'ai pas le temps du coup de développer, mais je trouve qu'on oublie trop souvent
que le PEB, c'est une idée hyper moderne, beaucoup plus neuve qu'elle ne paraît au départ, dès lors que on songe à la dépoussiérer un peu et à essayer d'en imaginer une vision un petit peu plus dynamique. Et elle peut totalement s'inscrire dans une démarche de politique documentaire qui essaye d'aller au plus près de la satisfaction de notre public. C'est quoi aujourd'hui le plus près de la satisfaction de notre public? J'habite une impasse où j'ai un voisin qui est un maniaque total de la commande Amazon. Il reçoit je ne sais pas combien de commandes par semaine. C'est là que j'ai découvert, je ne commande pas sur Amazon, que Amazon avait considérablement avancé dans son offre de service et qu'il livrait même le dimanche, et que si on était abonné, c'était quasiment gratuit. C'est cet horizon-là, et je n'ai pas dit vive le travail de dimanche, je n'ai pas dit etc. Hein, mais c'est cet horizon de la satisfaction maximale sur la base des moyens qui sont les nôtres, de ceux que nous pouvons mobiliser, qu'on doit œuvrer. Le PEB fait partie de ces moyens-là. Il y a d'autres moyens qui existent que j'avais commencé à expérimenter. J'avoue que je suis un peu déçu. J'ai trouvé des exemples assez aboutis à l'étranger et je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup utilisé en France. C'est des modèles d'acquisition de genre nouveau qui sont adossés à des agrégateurs de livres électroniques, par exemple, ou d'abonnements. Des choses qui s'appellent PDA, Patron Driven Acquisition, ou EBA, Evidence Based Acquisition. Patron Driven Acquisition, en gros, on donne le gouvernail au lecteur. Il y a des moyens de contrôler qu'un certain seuil n'est pas dépassé. Et c'est le lecteur qui décide, sur la base du réservoir complet d'ouvrages disponibles, ce qui lui est nécessaire. Donc il y a une part des acquisitions qui arrive directement dans le catalogue sans passer par les professionnels. Une part seulement. Evidence-based acquisition, de mémoire, c'est un tout petit peu différent. Ça part de l'examen des statistiques de consultation dans ces bases, et quand, provenant de la communauté de lecteurs de cette institution, il s'avère que certains documents ont été consultés alors qu'ils ne sont pas disponibles en texte complet plus de X fois, ça déclenche l'acquisition automatique. Voilà. Ces techniques-là, pour moi, elles devraient faire partie à tout le moins de la réflexion globale des professionnels sur ce que doit être la politique documentaire, des principes, mais aussi des services, en visant toujours l'idéal qui est de raccourcir le délai entre l'expression du besoin et l'obtention du document. Voilà.